Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit M. Daouda Ndiaye. M. Daouda Ndiaye est docteur en sciences de l'éducation de l'Université Paris 8 Vincennes, Saint-Denis et de la chaire UNESCO en sciences de l'éducation de l'Université de Dakar. M. Daouda Ndiaye a sorti un livre, c'est sa thèse, qu'il a publié sous forme d'un livre qui s'appelle L'enseignement des langues nationales à l'école primaire, le cas des Wolofs au Sénégal. Monsieur Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité au Sénégal, c'est l'éducation nationale, les examens du baccalauréat, du BFM. Tout le monde, tous les Sénégalais sont unanimes à reconnaître c'est l'hécatombe. À votre avis, pourquoi autant d'échecs dans ces examens? Pourquoi autant d'échecs dans ces examens? Quand on fait une analyse simpliste de la chose aujourd'hui, on impute la faute aux syndicats, tantôt aux responsables politiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, face à des résultats aussi catastrophiques, l'humilité devrait nous conduire à faire une introspection. Nous n'allons pas tous les ans faire les états généraux de l'éducation, mais je crois beaucoup à cette communauté éducative qui implique à la fois les syndicats, les pouvoirs publics, les parents d'élèves et d'autres formes d'organisation qui s'intéressent de près à l'éducation. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous devons travailler sur la qualité de l'enseignement. Qui parle de qualité, parle aussi de formation des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, les résultats en philosophie, par exemple, au concours général, la meilleure note est de 12 sur 20. Souleymane Bachir Diagne, qui est le parrain de cette cérémonie, est une référence internationale. Et je pense que ce niveau de notation ne ressemble pas au parrain. Et donc, aujourd'hui, il est question aussi de revoir le recrutement des enseignants de philosophie, parce qu'on recrute souvent des enseignants spécialisés, des sociologues, pour enseigner la philosophie. Et je pense qu'il y a une part des choses à faire entre le sociologue et le philosophe puriste qui peut enseigner Descartes ou Hegel. Mais le constat qui a été fait, ce n'est pas seulement en philosophie, c'est que l'école sénégalaise est malade. Il y a eu beaucoup d'états généraux, l'école nouvelle, beaucoup de formules ont été expérimentées, mais au résultat, voilà ce qu'on récolte. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi les réformes n'ont pas pu aboutir? Mais les réformes n'ont pas pu aboutir parce qu'il y a énormément de réformes qui se font dans ce pays sans une approche inclusive. C'est-à-dire? C'est-à-dire que parfois, il y a des moments dans la vie de la nation où il faut faire venir les politiciens, mais il faut faire venir ceux qui ont des compétences et qui s'inscrivent dans un espace très neutre. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, sur la question de l'enseignement supérieur, il y a des enseignants ici, de la FASTEF, de l'ex-École normale supérieure, qui ont fait leur thèse de doctorat d'État sur l'enseignement supérieur au Sénégal, sur les difficultés de l'enseignement supérieur au Sénégal. Je pense notamment à mon co-directeur de thèse, le professeur Amidou Nakizon Sall de l'Université de Dakar, qui est un grand spécialiste, et qui, dans ses rendez-vous, est aux abonnés absents. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut repérer toutes les ressources humaines du Sénégal parce que l'école, ce n'est pas une affaire d'élite, c'est une affaire de tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut, ce n'est pas par des réformettes qu'on va changer l'école. Il faut des réformes en profondeur. Et les réformes en profondeur passent aussi par, non pas le modèle hérité de l'extérieur, non pas le mimétisme d'un système LMD qui a ses limites de l'autre côté, mais travailler sur les réalités locales, sur les réalités locales. Une école qui est coupée de ses racines, qui est coupée de son environnement culturel, de sa demande sociale, va forcément à l'échec. Mais est-ce que le Sénégal n'est pas un pays difficile à réformer? Parce que dès que des réformes sont introduites, les intérêts sont touchés, les syndicats manifestent plus pour des revendications financières que pédagogiques. Au fond, l'État joue sur la politique pour capitaliser les mouvements syndicaux. Le recrutement dans les enseignements pose problème. Nous avons fait le problème des volontaires en début, les quotas sécuritaires qui sont politisés. Est-ce que tout ça n'est pas le mal qui gangrène l'école sénégalaise? Moi, je pense que
c'est le cas de le dire, de parler de gangrène, parce qu'il y a un tissu qui se désagrège. Lorsqu'on parle de la formation des enseignants, parce que sans enseignants bien formés, on ne peut pas avoir un enseignement de qualité, c'est de toute évidence. Moi, je pense que le quota sécuritaire a fait beaucoup de mal à ce pays. Et les volontaires aussi. Et les volontaires aussi. Ça a fait beaucoup de mal à ce pays parce que nous avons vécu cette période d'ajustement structurel, justement. Nous ne sommes pas là pour brûler les idoles. Abdou Diouf a été là, Senghor a été là. Les années 80, 1980 ont été très dures pour notre pays. Et il y a eu la suppression des internats. Il y a eu beaucoup de restrictions budgétaires pour ce qui concerne le social. Et je pense que ça aussi, ça fait beaucoup de mal à cette école sénégalaise. Aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir 41,1% du budget alloué à l'éducation. Et même pour les spécialistes, les planificateurs de l'éducation et les spécialistes de l'éducation que nous sommes persuadés que voilà, ce n'est pas 1400 milliards, par exemple, de budget où on prend, par exemple, les 600 milliards pour les affecter à l'enseignement. C'est sur les dépenses courantes. Donc, je ne voudrais pas me lancer dans un débat technique, mais en réalité, ce n'est pas ce calcul simpliste d'un budget total moins 41,1%. Mais est-ce qu'au fond, l'école intéresse l'élite politique au Sénégal? Parce que le constat qui a été fait, que la plupart d'entre eux, leurs enfants sont soit dans les écoles privées, ou bien soit sont à l'extérieur du Sénégal. La plupart des syndicalistes aussi qui dirigent les mouvements, leurs enfants aussi sont dans des écoles privées. Donc c'est l'école publique qui est malade, qui est pratiquement abandonnée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se battre pour réhabiliter le service public. Parce que cette école publique, elle a fait naître Isaac Foster, premier magistrat africain de la Cour internationale de justice. Isaac Foster, dont les parents étaient de Gorée, de Mini. On peut citer beaucoup de personnes ici. Le président Macky Sall. Le président Macky Sall. Dans la génération post-indépendance, ceux qui sont nés après l'indépendance. Le président Kéba Mbaye. D'autres personnes qui ont fait le rayonnement, la renommée du Sénégal, ont été des produits de l'école publique. Donc, lorsqu'on se retire, quand l'État fait moins pour l'école publique, elle tue ce principe de l'égalité qui devrait faire la force de ce pays. Parce que l'école, pour nous, c'est un moyen d'affranchissement. L'école, c'est un moyen de se libérer pour qu'un fils de boulanger devienne ministre demain, pour qu'un fils de gardien d'école devienne demain président de la République. Je pense que c'est ça la vertu de l'école. Et lorsque l'État désinvestit, met moins de moyens dans l'école, ou en tout cas met des moyens sans une utilisation rationnelle de ces moyens, nous nous retrouvons dans une situation où il y a une reproduction générationnelle. Nous sommes dans une sorte d'école de fils de chef qui ne dit pas son nom. Lorsque vous êtes dans une école qui va faire 100% au baccalauréat, pendant que d'autres sont au lycée Limamoulaye en train de subir la grève, des grèves cycliques des enseignants, je pense qu'il y a une injustice à réparer. Et cette injustice-là, pour la réparer, ce n'est pas sous les lambris d'un palais de la République qu'il faut le régler. C'est sur la place publique qu'il faut s'asseoir avec toutes les composantes de la société pour essayer de trouver une solution. Est-ce que le délaissement de l'école publique n'est pas la conséquence de ce qui est arrivé récemment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où un président va là-bas, rencontre les étudiants, essaie de parler et qui se trouve avec ses véhicules caillassés? Aujourd'hui, le débat est au Sénégal, on se demande où va le pays. Oui, mais moi je pense qu'il y a une crise de valeur, parce que moi j'ai une autre idée de la fonction présidentielle qui me pousse à croire que rien ne justifie qu'un président de la République soit caillassé. Qu'on jette des cailloux au président de la République. Moi, je ne suis d'aucune formation politique. Personnellement, ça me choque. Parce que Macky Sall, c'est le président de tous les Sénégalais. Maintenant, que les pouvoirs publics adoptent une attitude autiste en se disant que tout va bien, ce n'est pas la méthode Coué qui marche. Mais justement, au-delà de caillassage, oui. Est-ce que ce n'est pas un profond malaise à l'université où aujourd'hui, avant, c'était des sortes d'agora où il y avait des compétitions, une ambition de s'en sortir. Aujourd'hui, on retrouve là-bas des gangs, les gens vendent là-bas du thé, les robinets sont continuellement en train de couler, l'électricité n'est pas bien gérée, c'est devenu une sorte de foire
Moi, je pense que l'université de Dakar a été politisée depuis très longtemps. Aujourd'hui, ce qu'on constate peut-être avec les médias, ça va très vite les informations, il y a une dérive, il y a une politisation de l'espace, une politisation accrue de l'espace universitaire qui explique aujourd'hui ces dérives. Parce que moi, je ne comprends pas non plus que Macky Sall vienne à l'université de Dakar, qu'il y ait des personnes, je ne sais pas si c'était des étudiants ou pas, moi j'ai vu les images, avec des t-shirts à l'effigie du président de la République. Je pense que c'est un espace neutre où le président a eu le courage de venir malgré les alertes, dit-on, des services secrets pour dire que c'est trop dangereux d'y aller. Il a eu le courage d'y aller. Mais le problème, ce n'est pas tout d'avoir le courage. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas la responsabilité de ceux qui sont là, qui gèrent le pays aujourd'hui? Eux aussi, on est pauvres étudiants à l'université. La responsabilité est partagée entre ceux aujourd'hui qui sont accusés d'avoir instrumentalisé le caillassage et ceux-là qui étaient dans l'opposition hier, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Chacun d'entre eux a eu à manipuler l'université. Moi, je pense que l'université, moi je suis de la génération du Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, de Macky Sall aussi, je suis de leur génération à l'université de Dakar. Je pense que à l'université de Dakar, on a eu à faire face à des clans politiques, on voyait très bien qu'il y avait, les partis politiques étaient bien représentés à l'université de Dakar. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé est très grave. Parce que c'est une institution. Le président de la République, c'est une institution. Moi, je parle en toute objectivité. Le président de la République est une institution. Qu'on puisse manifester avec des banderoles, qu'on puisse manifester avec des brassards rouges, comme on le fait, je le comprends. Mais un président de la République caillassé, ceux qui ont manipulé, si cette manipulation est avérée, ceux qui ont manipulé les étudiants, demain, s'ils se retrouvent au pouvoir, ils ont montré la voie d'être caillassés aussi à leur tour. Donc je pense qu'il faut faire très attention avec l'autorité, quand bien même on aurait en vue que ses intérêts politiques et politiciens. Mais au fond, vous parlez de l'enseignement de la langue wolof à l'université, et surtout en primaire, dans l'enseignement primaire. Aujourd'hui, le constat qu'on a fait à l'université, les gens ne parlent ni wolof, ni français, ni pulaar. On ne sait plus quelle langue est utilisée à l'université. La plupart des étudiants s'expriment aussi mal en wolof qu'en français que dans les autres langues. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que l'enseignement de la langue wolof dans le primaire soit une réalité au Sénégal? Moi, je pense qu'il faut commencer à la base pour enseigner les langues africaines. Parce qu'on part du constat qu'aucun pays au monde ne s'est développé avec une langue étrangère. Le français est une langue étrangère. Même si le français est notre langue officielle. La vertu du français aujourd'hui, pour moi, c'est de me permettre d'aller en mission à Bamako, de discuter avec les Maliens, de discuter avec les autres pays avec qui je partage une langue. Mais lorsqu'on se retrouve au Sénégal, à l'école primaire, je pense que les élèves devraient être initiés déjà à partir de la langue qu'ils parlent. On parle de langue maternelle, mais les sociolinguistes parlent de langue première. Parce que la langue maternelle, justement, parce qu'on parle de l'école, l'école a souvent tendance à importer, à essayer de mettre un système comme une sorte de greffe. Mais parfois, la greffe ne prend pas. Comme disait le professeur Kizerbo dans son livre « Sauver ou périr ». Éduquer ou périr, du moins, parce qu'il reprend la formule des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, nous sommes dans une urgence telle que nous devons enseigner les langues africaines. Depuis très longtemps, le professeur Cheikh Anta Diop, dans Nation Nègre et Culture, a montré la voie. En commençant par traduire la théorie de la relativité d'Einstein, il l'a traduit en wolof. C'était pour montrer la voie. De l'autre côté, dans les pays anglophones, le président Julius Nyerere a traduit Shakespeare alors qu'il était, avant 1952, il était étudiant à l'université d'Édimbourg. Donc, il est possible, les langues ne sont que des portes pour découvrir d'autres cultures. Lorsqu'on est dans un pays où, moi dans ma génération, on avait la formule du symbole, où il était interdit de parler wolof dans la cour de l'école sous prétexte, sous peine d'être humilié par le groupe des camarades, je pense qu'il y a un problème, il y a une représentation, une image
qu'on donne de la langue de nos mamans à l'école, une langue de nos pères à l'école. Donc je parlais de langue maternelle. Parce que finalement c'est par là où le colon, entre guillemets, a réussi à faire imposer aux Africains des langues qui ne sont pas leur propre langue, parce qu'il y a toute idéologie derrière la langue et qu'on a pu accepter cela, qu'il n'y a pas eu une résistance pour permettre à ce que cette langue-là soit enseignée à l'école primaire. Parce que les enquêtes qui ont été faites par Diangado avec Abdou Salam Fall ont montré que les élèves, s'ils calculent dans leur langue maternelle ou bien première, ils sont 2 fois plus performants qu'en calculant en français, en anglais et dans d'autres langues. Oui, moi je pense qu'il y a une question d'idéologie, parce que la langue française a été imposée par la force des canons. Nous pensons tous à ce roman que nous connaissons, qui est L'Aventure ambiguë, où la Grande Royale dit, je cite de mémoire, « L'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce que nous aimons et conservons à juste titre, avec soin à juste titre. » Et à la fin de sa pensée, la Grande Royale dit, il faudrait que nous acceptions de laisser toute la place la place aux étrangers qui nous ont défaits. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans une école qui n'utilise que la langue française, nous sommes dans une forme de microcosme du village de Dialobé. Nous sommes en fait dans cette configuration du village de Dialobé. Aujourd'hui, tout le monde sait que la langue de l'enfant, la langue parlée par l'enfant dans l'environnement familial est un accélérateur pour apprendre mieux le français. Le Mali l'a expérimenté par la pédagogie convergente. Au Mali, nous avons des élèves qui font le bambara jusqu'en classe de CM2. D'autres élèves qui font le français seulement jusqu'en classe de CM2. Les résultats des concours d'entrée en 6e, on voit que ceux qui font le bambara sont plus performants que ceux qui font l'école française classique. On en revient à la didactique des mathématiques, parce que souvent dans la pédagogie convergente du Mali, on est enclin on loue les prouesses de cette pédagogie, parce que les élèves sont très doués, ils ont de très bons résultats en mathématiques. Je voudrais faire un peu, ouvrir une voie sur la didactique des mathématiques dans les langues africaines. Lorsque vous apprenez le bambara, vous comptez jusqu'à 3000 avec la base universelle du français. Donc, dans le système de numération du bambara, ça se passe comme ça. Mais quand vous étudiez le Wolof, nous sommes à base 5, nous ne sommes plus sur la base 10. Donc les enfants qui ont un rapport au calcul, parce qu'ils ont vendu sur la route de Pout, ils ont aidé les parents à vendre des mangues, à vendre des mandarines, ils ont appris à compter en Wolof. Quand ils arrivent à l'école, les pistes sont brouillées. Et donc ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de dire on va introduire la langue, le Wolof à l'école ou le Pulaar. Il faudrait qu'il y ait un bouleversement, une rupture par rapport à ce que se fait dans les écoles de formation des enseignants. Et les enseignants ne sont pas formés en didactique intégrée, c'est-à-dire travailler à la charnière de la langue africaine, de la langue nationale et du français. On n'est pas préparé à ça. Et donc forcément, lorsque les inspecteurs ne sont pas formés en langue nationale, lorsque les enseignants, même pour accéder à l'école de formation des enseignants, ne sont pas formés en langue nationale, vous voyez très bien que ça ne pourra pas marcher. Mais pourquoi les expériences qui ont été tentées dans ce sens-là, l'introduction de la langue nationale dans l'enseignement de façon globale, ont tous connu des échecs? Moi, je pense que je parlais tout à l'heure de la démarche inclusive. Senghor, le président Léopold Sédar Senghor, a expérimenté les classes télévisuelles en langue wolof en 1978. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ce sont des méthodes d'enseignement qui sont pensées de l'extérieur pour les Sénégalais. Le rapport Arlette Bienfait, qui a été consultante de l'ACCT, donc l'actuel OIF, Arlette Bienfait, c'est une dame qui, depuis Paris, au siège de l'ACCT, réfléchit pour réformer, pour préparer l'introduction des langues africaines, du Wolof. Elle n'a pas été formée en Wolof,
elle ne sait pas comment marche le Wolof. Et donc, quand ils sont venus au Sénégal expérimenter, donc ça a été une catastrophe. Il y a eu des échecs. Il y a toute une génération, une cohorte d'enfants qui ont été jusqu'en classe de CM2, qui ont échoué lamentablement au concours d'entrée en 6e. Le président Abdoulaye Wade revient en 2002 avec son schéma directeur sur la mise à l'essai des langues nationales à l'école primaire. Quand le président Wade vient, il parle d'un bilinguisme stratégique. C'est-à-dire, parfois on se pose la question de savoir, est-ce qu'on n'apprend pas le Wolof pour mieux apprendre le français? Est-ce qu'on n'apprend pas le Wolof pour combler les lacunes que les élèves ont en français? Et à ce niveau, moi je n'ai pas du tout apprécié, c'est une démarche, c'est un regard scientifique, je n'ai pas du tout apprécié le fait qu'en classe de CE2, on abandonne le Wolof pour continuer le français. Parce que on doit travailler à la fois sur la scolarisation et l'alphabétisation. Lorsque vous ne faites pas un pont entre la scolarisation et l'alphabétisation, on va droit au mur et ça va être l'échec. Et ces élèves-là qui ont, en classe de CE2, abandonné, ils sont dans une sorte d'analphabétisme de retour en langue nationale. Parce qu'ils ne savent pas lire Moussaka, Cheikh Moussaka, ils ne savent pas lire Cheikh Samba Diarra Mbaye, ils ne savent pas, ils n'arriveront, ils ne sont pas assez outillés pour faire des études approfondies, comme ça se passe aujourd'hui à l'Université de Saint-Louis. Il y a un département qui commence, qui a le crack, a le courage, avec des pionniers comme Boubacar Boris Diop, ils ont le courage de mettre en place des formations universitaires en langue wolof. Mais pourquoi justement les pouvoirs politiques n'ont pas pu mettre en place ce système? Est-ce que c'est par manque de volonté politique, ou bien c'est parce que le français domine tellement, ou bien ils sont colonisés intellectuellement qu'ils ne peuvent pas le faire? Moi je pense qu'il faut revenir à ce que Ngugi wa Thiong'o, le romancier kényan, appelait, il a fait un article dans Le Monde diplomatique en 1986, il parlait de decolonize the mind. Je pense qu'il faudra aujourd'hui décoloniser les esprits. C'est-à-dire que lorsque on veut faire la promotion des langues nationales, il faut travailler sur la mentalité des enfants, il faut travailler aussi sur l'environnement des enfants. Parce que l'école intramuros, l'école à l'intérieur de l'école, à l'extérieur de l'école, il se joue des choses aussi importantes de ce qui se passe à l'école. Je vous donne un exemple. Vous prenez la devise de l'Université de Dakar, c'est en latin. Lux mea lex, la lumière c'est ma loi. Vous allez au monument de l'indépendance du Sénégal, la place de l'Obélisque, vous voyez 1960 en chiffre romain. Qui, parmi les 67,5% analphabètes, 57% d'analphabètes sénégalais, peuvent lire le sigle de ce monument-là? Donc, quand on va, par exemple, je parle des lieux symboliques, c'est très important pour le regard de l'enfant. Lorsque vous voyez le nom des rues, à Dakar, on voit une rue Saint-John-Perse à Fann Résidence. Elle est où la rue Cheikh Moussaka, la rue Ali Galaye Fall? Elle est où cette rue? Donc tout ça participe à juste le regard de l'enfant. L'enfant a une propension à aller vers l'anglais ou vers le français parce que on lui présente des personnages qui sont ailleurs que ces personnages qu'on connaît ici. Vous voyez le défilé de la place de le 4 avril se passe au boulevard Général de Gaulle. Les noms des rues sont une partie de notre mémoire. Il y a une semaine, je me promenais paisiblement sur la place de l'Indépendance, à l'endroit où on met une gerbe de fleurs quand un président étranger vient ici. Je vois à nos morts 1914-18, 1939-45. J'ai regardé le monument, à un moment je me suis dit, si j'avais le pouvoir, j'aurais mis une stèle en haut pour compléter, pour dire à nos morts, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, à nos morts, Djeri Dior Ndella, à nos morts d'autres, Sidia qui a été déporté, Sidia Diop qui a été déporté, qui est mort au Gabon en 1870, Sidia Ndata Yalla. Donc on ne peut pas construire cette école sur la mémoire d'autres peuples.
Mais justement, le constat qu'on a fait même dans les livres d'histoire que nos enfants apprennent à l'école, on leur parle plutôt de défaite de nos héros que de victoire. Alors quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, dans un salon, vous voyez le drapeau américain ou l'enfant américain, on lui enseigne d'abord que l'Amérique c'est le meilleur pays du monde. Est-ce que l'éducation de nos enfants, d'abord dans la maison, on ne leur apprend pas d'abord la défaite à domicile et qu'ils grandissent avec cette défaite-là, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir? Oui, c'est très important. L'estime de soi est très important pour l'équilibre de l'individu. Les Américains appellent ça self-esteem. Et je pense que ça, pour la construction d'un individu, c'est très important. Il faut savoir qui vous êtes. Il faut aussi apprendre à être fier de ce qu'on est. Non pas comme une sorte de confort identitaire qui pourrait nous conduire à la médiocrité, parce qu'aujourd'hui, on a le droit quand même de remettre en cause ce qui s'était passé. C'est Voltaire qui disait « On doit des égards aux vivants, on ne doit aux morts que la vérité ». Aujourd'hui, si nous voulons faire réhabiliter cette école publique, c'est le cas aujourd'hui de se réunir et de montrer que ce pays-là n'a pas attendu la poussée d'Archimède pour construire des pirogues. Justement, on parle d'émergence au Sénégal, c'est le mot aujourd'hui, maître mot du pays. Peut-on parler d'émergence avec des langues importées? Moi, je pense que cette émergence-là, elle ne mène pas loin. Cette émergence-là, elle ne profite qu'à une toute partie de la population. Cette émergence-là, elle ne fait que reproduire ce qui s'est déjà passé. On a eu une école des fils de chefs, voulue par les colons. Quand on est revenu dans ce pays-là, on a essayé de donner la chance à tout le monde, au fils d'un citoyen, simple citoyen sénégalais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à reconstruire. Et cette émergence-là, elle ne peut pas prospérer à l'école quand elle met de côté le citoyen sénégalais lambda, comme on dirait. Voilà. Je pense qu'on a besoin, parce que le président parle des assises de l'éducation, je pense que ces assises-là vont impliquer toute la communauté éducative et ces assises-là permettront aussi d'avoir des résolutions qui vont être suivies d'effets. Mais je ne crois pas qu'on puisse développer le Sénégal sans les langues africaines, sans les langues nationales. Pourquoi? Parce que, M. Diop, lorsque, par exemple, on parle d'éducation non formelle, lorsque, par exemple, vous voulez réformer l'enseignement technique et la formation professionnelle, vous avez des bijoutiers ou bien des cordonniers de Ngaye Mékhé qui ont un métier avec des connaissances solides qui se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, on a des cordonniers qui ne sont pas cordonniers de famille. Et pourquoi ne pas envisager d'intégrer, parce que la langue de Ngaye Mékhé, ce n'est pas la langue du colon. La langue de Ngaye Mékhé, c'est le Wolof. Lorsque vous voulez travailler sur les référentiels de compétences pour une école de formation, moi je pense que nous avons besoin des gens de Ngaye Mékhé pour former des jeunes qui sont dans une cordonnerie entre quatre murs. Le bijoutier de même. Je pense qu'aujourd'hui, cette formation de Camarala et l'enfant noir, où la fusion de l'or demande des rites qui s'appuient sur une force magico-religieuse africaine, aujourd'hui, elle tend à se désacraliser. Et cette forme d'activité productive, cette forme d'enseignement, elle doit intégrer l'éducation dans sa globalité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir, comme le président Wade l'a fait par le passé, avoir une école communautaire de base qui utilise les langues africaines rattachée au ministère de la Culture. C'est l'éducation. Il n'y a pas une éducation de second rang. Lorsqu'on met, par exemple, les écoles communautaires de base qui utilisent les langues africaines, lorsqu'on les rattache institutionnellement au ministère de la Culture, on est dans une folklorisation des langues africaines. On est dans une folklorisation des langues nationales. Et ce qui est important, c'est de créer une synergie
entre ces deux formes d'éducation. Absolument. Merci infiniment à Daouda Ndiaye d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Questions Directes. Vous êtes l'auteur du livre C'est vos thèses, l'enseignement des langues nationales à l'école primaire, le cas des Wolof au Sénégal. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Paris 8 Vincennes, Saint-Denis, et de la chaire UNESCO en sciences d'éducation de l'Université de Dakar. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis chez vous. Au revoir.